Bonjour Mehdi. Salut Nico. Alors aujourd'hui, épisode pré-vacances, je suis super content parce que j'ai enfin Mehdi Rissassi de Google DeepMind. Mehdi, donc, qui fait, donc pour l'épisode numéro 86 du podcast, je me trompe à chaque fois, comme je disais à Mehdi. Mais donc, je suis ravi que tu sois là, Mehdi. Mehdi, il fait l'unanimité dans le monde de l'IA et de l'IA générative. C'est une des personnes les plus brillantes, les plus connectées, les plus compétentes sur le sujet que je connaisse. Donc, merci beaucoup, Mehdi, d'être là. Mehdi, toi, tu es chez Google DeepMind. Tu es directeur et head of product de DeepMind. Tu as aussi une activité de scout pour Atomico. Ça fait, je crois, peut-être 11 ans ou 12 ans aussi que tu travailles chez Google. Donc, tu as vu passer beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être parmi nous, Mehdi. Ouais, merci à toi Nicolas pour l'invitation et merci pour tous les mots très sympas qui sont peut-être pas tous mérités. Euh, Ah, si, et je pense que nos auditeurs vont s'en rendre compte au cours de la discussion. Et alors d'abord, pour commencer, Mehdi, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui se passe depuis 1 an et demi dans l'IA générative? Donc toi, tu es dans l'IA et chez Google depuis un peu plus longtemps, mais depuis 1 an et demi, qu'est-ce qui se passe? ouais, en effet, il se passe énormément de choses. C'est parfois difficile à suivre même. Alors si tu veux, côté recherche, ce qui se passe depuis 1 an et demi, c'est les scaling laws en gros. C'est-à-dire que on s'est aperçu que mettre plus de données et plus de puissance de calcul donnait de meilleurs résultats avec les gros modèles de langage. Et pas uniquement sur le langage, mais aussi sur d'autres modalités, comme tu as dit que tu avais une île récemment, donc tout ce qui est audio, c'est probablement l'un des meilleurs du monde là-dedans, et vous avez dû beaucoup en parler. Aussi pour tout ce qui est... Musique LM, en effet. Oui, voilà, musique LM, exactement, audio LM, tous ces trucs. Et du coup, tu vois, non seulement pour le langage, mais aussi pour les autres modalités, on a eu cette tendance où plus de données, plus de pouvoir de puissance de calcul donne de très très bons résultats. Et ça va même aux domaines qui sont comme la robotique, tu vois, ou embodied AI. Et là, on voit aussi des gens qui commencent à travailler sur les Geospatial Foundational Models, sur les modèles fondationnels en biologie, par exemple BioOptimus en France et d'autres ailleurs. Donc, côté recherche, c'est ça, c'est en fait, les transformers ont permis d'avoir énormément d'avancées dans le monde de l'IA et faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Ensuite, côté application, eh ben, en fait, c'est une course effrénée pour mettre en production tous ces nouveaux modèles et voir comment est-ce qu'elles vont permettre des expériences produits nouvelles dans de nombreux domaines. Donc, tu vois ça soit dans le monde consumer, c'est ChatGPT et tout ce qui est similaire, et dans les verticales enterprise avec des solutions d'IA pour chaque verticale, en santé, en finance, etc. Et puis, côté financement, en fait, c'est un incroyable engouement pour l'IA générative. Parfois, on se demande s'il y a d'autres choses qui sont financées et qui bénéficient du venture capital. En plus du fait qu'en fait, les GAFAM investissent aussi énormément dans ce domaine et back les plus grosses boîtes. OpenAI, c'est Microsoft et il y en a plein d'autres qui aussi sont extrêmement liés à des big tech. Ah oui, donc une révolution totale, formidable. Tu as raison sur tous ces aspects de recherche, de business, d'investissement. Quand je t'entendais parler un petit peu de à quel point la recherche était allée dans tous les sens grâce à cette révolution des transformers, ça me rappelait des propos d'un économiste que je viens d'entendre, là, de Nicolas Bouzou, qui m'ont beaucoup parlé le week-end dernier. C'était qu'on parlait avec l'IA générative de technologies multi-usages ou de technologies à large spectre. C'est-à-dire, tu vois, qui ont un impact partout dans la société, mais ce que je comprends aussi, tu vois, c'est partout dans la recherche, en fait, comme tu le disais. Ouais. En fait, c'est des technologies horizontales, si tu veux. Donc, en général, en anglais, on aurait dit general purpose. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux l'utiliser un peu partout. Donc, beaucoup font le parallèle avec l'électricité, qui permet de faire énormément de choses, n'est-ce pas? C'est exactement, c'est ce que je disais. J'entendais le CEO d'OpenAI
Brad Lightcap là qui disait l'expression, ça m'avait marqué, j'en ai parlé dans un podcast juste avant, mais je rappelle parce que c'est exactement ça, comme l'électricité, il disait qu'on était en train de AI-ify le monde, quoi. AI-ify la société comme Electrify, quoi. Ouais, Brad, c'est le COO, le Ouais. CEO, c'est Sam Altman. Juste au cas où un Oui, jour bien tu sûr. l'invites à ton podcast et qu'il ne soit pas content que tu l'aies traité, CEO. tu aies donné son job à quelqu'un d'autre. On est d'accord. Mehdi, toi, l'outil d'IA que tu utilises le plus au quotidien, c'est quoi? Bah, écoute, moi, en fait, j'ai été assez biaisé par le fait de là où je travaille et où je suis assis. Et ayant beaucoup travaillé sur Search récemment, en fait, j'utilise beaucoup les outils comme Magi, c'est le nom interne, je crois que le nom externe, c'est SGE, Search Generative Experience. Donc, en fait, ça permet, dans l'expérience du search d'avant, tu fais ta recherche, tu as un tas de liens, puis après, tu navigues et tu trouves ce que tu veux ou pas. Et en fait, là, tu as des outils ou des assistants qui te permettent de résumer en fait ta requête. C'est presque au tout début de Google, en fait, il y avait un bouton qui était I'm feeling lucky, où en Oui. fait, tu voulais avoir une seule réponse. Et c'était l'idée de Larry et de Sergey à l'époque que, en fait, peut-être que le moteur de recherche ne devrait donner qu'une seule réponse. Mais comme on n'y était pas encore, ça ne marche pas. Bah, aujourd'hui, on y est quasiment presque. Donc, ouais, j'utilise pas mal ces outils-là pour avoir la synthèse un peu de plusieurs réponses et quitte à faire un peu de suivi par la suite. Comment tu l'appelles l'outil, excuse-moi, Mehdi? C'est SGE, Oui, Search Generative Experience. Je pense qu'en Europe, c'est pas encore utilisable donc, pour un tas de raisons réglementaires, bien sûr. mais enfin nous on l'utilise, nous on y a accès en interne. Oui, oui. Alors, Search Generative Experience, hâte de l'utiliser. Mais tu as raison, tu as raison. Oui, c'est un petit peu un sujet. Je t'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Moi, en tout cas, je suis basé à Paris. Et pour les Européens, ça commence à devenir un peu pénible. Toi, tu me disais que t'étais pas forcément, ça ne te concernait pas forcément. Mais là, tu vois, on a le sujet avec Meta, avec Llama 3.1, tu vois, au final, et Meta AI qui est pas accessible. Il y a cette expérience de search qui n'est pas accessible chez Google, tu as raison. C'est valable aussi sur les produits, et je vais te poser des questions tout à l'heure dessus, de Google Workspace, donc dans Gmail, Drive, Docs. Pour l'instant, on n'a rien. Euh, et donc, au niveau européen, oui, il y a un petit peu ce bras de fer, hein. On en a entendu parler aussi avec Apple et OpenAI récemment, un petit peu un bras de fer entre les GAFAM et l'Union européenne. Mais ce qui fait que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu les derniers, les oubliés, et qu'on n'a pas encore accès à ces produits. Oui, c'est un peu dommage en fait de pas forcément y avoir accès. Il y a eu des épisodes où l'Italie, par exemple, avait interdit ChatGPT pendant une certaine période et d'autres pays aussi probablement. Mais oui, chaque bloc ou chaque région du monde a ses propres règles et réglementations et avance un peu à son rythme là-dessus, ce qui crée souvent des situations un peu particulières. Je pense qu'avec le temps, les choses vont un peu converger vers la même chose et tout le monde aura accès à cette technologie. Mais c'est vrai que ça prend peut-être un peu plus de temps dans certains endroits que d'autres. C'est discutable si c'est mieux ou pas, tu vois. Je pense que chacun a Oui, son. oui, euh, oui. Évidemment, il y a des intérêts, il y a une protection aussi pour les citoyens européens. Après, quand on est fan de ces produits, de ces technologies comme moi et comme une bonne partie de nos auditeurs, c'est vrai qu'on est un peu frustré et même les VPN ne fonctionnent pas en ce moment là-dessus, tu vois. Donc, Ok, et, ça, je ne savais pas du tout. ah ouais, ah, je peux te dire, j'ai bien essayé. Pour l'instant, en tout cas, ça marche pas. Mehdi, petite question sur donc Google, tu nous parles de cette Search Generative Experience qu'on a hâte d'essayer. Et pour Google, en fait, Google, c'est aussi quand même le 12 juin 2017, le papier sur les transformers, Attention is all you need. Pour Google, quand tu nous parles de cette expérience générative de search, c'est quand même, ça pose beaucoup de questions sur leur business model historique, qui est un des business models les plus intéressants de l'histoire du business. Voilà. Et donc, ils rencontrent un petit peu des nouveaux défis. Comment est-ce que ça se passe par rapport à ça chez Google?
Oui, écoute, ça se passe plutôt bien. En fait, je crois les derniers résultats trimestriels, c'était hier soir en Europe. Et ouais, ils sont très très bien. En fait, en novembre 2022, quand ChatGPT a été lancé, je pense qu'il y a eu tout un maelstrom médiatique et sur Twitter où beaucoup de gens disaient c'est fini, le business model de Google va énormément souffrir. Je crois que Satya Nadella avait même dit on va les faire danser. Et c'était un peu ce que Jeff Bezos disait de votre marge est mon opportunité. Et donc pour lui, il disait bon ben Bing, en fait, ça marche pas très très bien. Google, ça marche hyper bien. Nous, si on améliore un tout petit peu, on est content et c'est déjà ça. Mais en réalité, comme ce que je me disais à l'époque, que en fait, il faut regarder ça de bout en bout. C'est-à-dire que oui, on commence par la recherche et des avancées technologiques, mais après, il faut les mettre en produit et avoir des utilisateurs. Et donc, il y a tout un stack, en fait, à avoir. Et puis, certains étaient perçus comme un petit peu en avance sur une partie, mais nous, on n'était pas forcément très, très loin sur cette partie-là. Et en plus, on a la puissance de calcul, les chercheurs et un certain nombre de produits avec des milliards d'utilisateurs. Donc, ouais, c'est pour ça qu'un an et demi après, on s'aperçoit que les parts de marché n'ont pas forcément énormément bougé, que les utilisateurs aiment toujours ces produits-là. Et d'ailleurs, dès le mois de mai de l'an dernier, donc juste quelques mois après tous ces articles qui disaient que c'était un peu fini pour Google. En fait, la conférence des développeurs Google I/O 2023 s'est extrêmement bien passée. On avait eu le modèle de l'époque, donc Palm 2, qui était déjà intégré dans énormément de produits, que ce soit Workspace, Gmail, Search, Bard de l'époque. Donc oui, en fait, ça se passe très très bien, pour pas dire. Bien sûr. Non, mais c'est sûr que Google, avec les forces que tu viens de citer, notamment sur les chercheurs, la technologie, les applications, est quand même très, très bien positionné pour profiter de cette IA générative. Google y a contribué aussi, hein, avec ce papier des transformers notamment. Mehdi, j'ai une question vraiment très importante pour toi. C'est donc DeepMind, je crois, que DeepMind a été racheté par Google en 2014. Et toi, qui es très jeune, tu es quand même une légende du secteur parce que ça fait quelques années que tu es chez Google. Et je crois que, donc toi, Mehdi, tu es chez DeepMind depuis 2016, en gros. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts, l'historique, enfin, quand toi, tu es arrivé chez DeepMind, avec notamment quelques petites anecdotes ou un petit portrait de Demis, Mustapha et de cette intégration Google DeepMind? Oui, bien sûr. DeepMind a été créé par Demis, Mustapha et Shane avec pour mission d'aller vers l'IA AGI en anglais, donc l'intelligence artificielle généralisée, qui est un peu des algorithmes qui sont aussi bons que les humains dans plusieurs tâches. Et leur idée, c'était que mettre ensemble l'excellence académique et la façon de travailler dans une startup pour aller très vite, plus donner énormément de ressources à des chercheurs, permettrait de faire d'énormes avancées dans le domaine de l'IA. Donc souvent, ils ont parlé d'un programme Apollo pour l'IA, et c'était un peu ça. C'était en fait donner énormément de ressources à des chercheurs du domaine, et les faire avancer, la recherche en IA. Et la spécificité en fait de recherche qui avait lieu chez DeepMind, c'était le RL en fait. C'est le fondement de l'apprentissage renforcé, on dit en français, mais le reinforcement learning, le RL. Et en fait, ils ont eu énormément d'avancées incroyables. Donc les premières, c'était dans les jeux vidéo, étant donné que Demis avait monté des boîtes de jeux vidéo extrêmement passionné par le domaine, et que
ça se prête extrêmement bien à de l'expérimentation, les jeux vidéo, des environnements virtuels. Alors que si on utilisait, par exemple, des robots, etc., ce serait beaucoup plus compliqué, clunky. Donc, c'est mieux de commencer dans un environnement virtuel, démontrer la technologie, puis essayer de transférer ailleurs. Et du coup, donc, dans les jeux vidéo, il y avait eu cet algorithme DQN qui, je ne sais pas si certains ont joué au jeu Atari à une époque, mais en fait, Oui. il a montré des capacités surhumaines dans ces jeux-là, avec trouver des techniques pour passer des niveaux qu'on n'avait en fait jamais vus. Et la beauté de la chose, c'est que plus en fait plus il jouait à un jeu et plus il découvrait des techniques et il s'améliorait. Et c'est un peu ça l'apprentissage renforcé. Donc les algorithmes interagissent avec un environnement extérieur, ils font une action, puis après ils comparent le résultat de cette action avec un objectif qu'ils ont et ils ajustent pour faire l'action d'après. Et leur objectif, c'est d'arriver le plus proche en fait, on dit ils vont minimiser la fonction de perte qui, en gros, on leur donne un objectif et puis en faisant plein de loops, ils essayent d'y arriver. Donc, c'était un peu ça l'idée derrière DeepMind. Et la deuxième partie de la mission, c'était en fait, une fois qu'on a réglé la question de l'intelligence, de l'appliquer pour régler tous les autres problèmes auxquels on peut faire face. Et comme tu as dit, en 2014, du coup, ils ont rejoint Google et moi, j'ai eu la chance d'arriver en 2016. Mais et en 2016, ils étaient combien, DeepMind alors? De mémoire, je pense qu'on était moins de 200. D'accord. Et au début, je pense que vous aviez une certaine autonomie, on va dire. Alors, vous étiez à Londres, au sein de Google. Enfin, j'ai lu ça dans la presse, en tout cas, qu'il y avait une sorte d'autonomie un petit peu sur les projets de DeepMind et que tout ça a dû évoluer pas mal ces derniers temps, quoi. Oui, il y a énormément d'autonomie. Quand DeepMind a été intégré, Larry a décidé que, en fait, ce serait bien de ne pas trop, de laisser la recherche se faire. Et en réalité, il y a énormément d'autonomie dans les différentes BU de Google. On est tous sous le même chapeau d'entreprise, mais YouTube a son propre plan, Search aussi, Cloud est un business encore différent. Donc, il y a énormément d'autonomie pour les différentes BU et encore plus pour celles de recherche. La spécificité de la recherche chez Google et chez Alphabet, c'est que en fait, c'est des équipes horizontales qui ne travaillent pas forcément sur un produit donné, mais dont l'objectif est de faire avancer l'état de la science. Et au-dessus de ces équipes horizontales, en fait, il y a des équipes un peu comme la mienne, qui sont les équipes appliquées, où on essaye de comprendre où est-ce qu'on peut appliquer ces technologies. Il y a beaucoup d'entreprises de tech où ce n'est pas du tout organisé comme ça la recherche, où la recherche est plutôt liée à un produit, et les gens qui font de la recherche sont directement dans la BU produit. Google a fait un choix très différent. Il y a d'autres équipes, d'autres entreprises où c'était un peu comme ça. Par exemple, chez Meta, chez Facebook, ils avaient aussi une équipe horizontale à une époque. Faire, je pense, est toujours dans le même cas. Bien sûr. OK. Bon, bah, ça, au final, ça fait quand même qu'aujourd'hui, tu dois connaître beaucoup de monde dans l'industrie parce que bah, on a vu, par exemple, Mustapha, dont on parlait tout à l'heure. Ben, Mustapha est parti créer Inflection. Maintenant, il est CEO de Microsoft AI. Donc, tu dois avoir quand même une galaxie un petit peu d'anciens collègues de DeepMind qui sont un petit peu partout aujourd'hui dans l'IA générative. Oui, il y a eu un peu comme à une époque, aujourd'hui on parle de la PayPal Mafia et de plein d'autres, de ces fondateurs ou personnes qui ont travaillé très tôt dans certaines boîtes et qui ensuite ont été montées leur boîte. Oui, on a eu la chance chez DeepMind d'avoir énormément de gens de qualité extraordinaire qui sont passés par là et puis après qui ont été montés d'autres entreprises. Je pense à tous mes amis de Mistral, par exemple, ou de H en France. Et c'est également vrai dans les autres équipes de recherche de Google. Par exemple, chez Google Brain, il y a énormément comme tu as parlé du papier des Transformers.
la grande majorité de ceux qui l'ont écrit sont ensuite partis monter des boîtes. Par exemple, Cohere, qui vient d'annoncer sa levée récemment. Il y en a une autre en 500 biologie. millions de dollars sur une valeur de 6 milliards, je crois. Ouais, tout à fait. Oui. Cohere, oui, moi je m'entends très bien avec Florian qui est chez Cohere maintenant, qui était chez Google avant, et aussi et Maxime Voisin, qui est très sympa. Ok, super. Donc oui, tu nous as parlé de H, anciennement Holistic aussi. C'est vrai, ça c'est une équipe d'anciens de Google DeepMind aussi. Le papier Transformer, en effet, enfin je faisais pas bien la distinction moi dans ma tête, mais le papier Transformer c'est Google Brain à la base, c'est pas DeepMind en fait. Hein. Oui, exactement. Le papier des Transformers, c'est Google Brain, qui est une équipe sœur de DeepMind chez Google. Moi, j'ai eu la chance de bosser dans les deux, en fait. Donc je connais bien les deux façons de travailler. Et le papier des Transformers, lui aussi, il s'inscrit dans une longue lignée de papiers de recherche qui avaient été faits chez Brain, par exemple Sec2Sec, mais qui était cette fois-ci l'idée par quelqu'un qui est ensuite parti chez DeepMind. Il y avait énormément de va-et-vient en fait entre les équipes. Ok, super, merci beaucoup Mehdi, c'est hyper intéressant. Alors, allons un tout petit peu plus maintenant sur les produits, vu que c'est quand même aujourd'hui un de tes rôles importants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, premièrement déjà de l'intégration de Gemini dans Workspace, donc dans Gmail, dans Drive, dans Doc. Pourquoi? Parce que ici, on n'en parle pas encore, c'est pas disponible, mais moi, j'ai mes mails Gmail depuis 2004, tu vois, donc franchement, je suis quand même un très gros utilisateur de la suite Google, tu vois, et c'est vrai que là-dessus, j'ai hâte de voir ces fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous donner quelques exemples qui sont sympas sur ces fonctionnalités? Oui, bien sûr. En fait, la façon dont les équipes de recherche et des produits fonctionnent chez nous, c'est ce qu'on appelle le match. En fait, on essaie de trouver des matchs entre des technologies de recherche et des applications produits. Et comme tu as mentionné, oui, tout ce qui est Google Workspace, donc Gmail, Drive, Docs, les spreadsheets, etc., il y a énormément de collaboration avec eux où on intègre en fait tous ces modèles directement dans l'interface utilisateur. Quelques exemples qu'on voit d'utilisation. Déjà, tu vois, dans Gmail, tu avais le autocomplete avant, donc tu pouvais commencer à écrire tes phrases et puis on te suggérait des mots, parfois des phrases en entier. Là, tu peux carrément demander que Gmail écrive ton mail pour toi. Si tu n'es pas content, tu peux lui demander de changer la forme, le style, etc. Donc ça, c'est pour les emails. Pareil, dans les documents, tu peux faire la même chose. Tu peux soit, en fait, faire écrire certains paragraphes, soit lui demander de te résumer des documents qui sont très longs. Si on passe au-delà du texte avec les images ou les vidéos, on peut un peu faire la même chose dans les éditeurs de documents, tu vois, pour créer des présentations. On peut générer des images dans la présentation. On peut poser des questions sur des images ou sur des vidéos. Et dans les spreadsheets, il y a un truc que j'utilise dernièrement, c'est où on peut te suggérer en fait comment organiser tes données. À l'époque, je pense qu'on faisait des tableaux croisés dynamiques et puis on essayait de choisir et de jouer avec. Mais là, malheureusement, on faisait ça. Exactement, malheureusement. Là, tu peux lui demander de te sortir les insights de toutes ces données et ce qu'il en pense. Donc, voilà quelques cas d'utilisation dans Workspace. Franchement, c'est super sympa. Moi j'ai hâte. J'ai hâte même sur Gmail que ça me lise un petit peu mes mails, tu vois, que ça me fasse un petit résumé, que ça réponde à ma place, quoi, tu vois. Je suis tout à fait prêt à déléguer un petit peu de pouvoir là-dessus. Ouais, qui ne serait pas prêt? En fait, ça le fait déjà. Et dans Chat, par exemple, tu vois, il y a donc on a un produit qui ressemble un peu à cela qui s'appelle Chat. Et donc dans celui-là, tu as un résumé d'une conversation. Tu vois, tu peux partir quelques heures, revenir, et puis il y a peut-être une cinquantaine de messages qui sont sortis, et il va te sortir juste le résumé. Un tel a dit ça, un tel a dit ça.
Alors, autre question, mais associée à ça, je le dis souvent en formation, mais c'est ce que je pense aussi. Moi, je suis un passionné, enfin, un des usages de l'IA générative que je préfère, qui est le plus évident, c'est les assistants de réunion. Tu vois, moi, ça fait 18 mois que j'ai pas fait une réunion sans utiliser un assistant de réunion. Et que ce soit pendant la réunion, tu vois, avant ou après, ou même je peux enregistrer un truc avec mon dictaphone. Et derrière, bah, tu vois, ça me fait un transcript que j'utilise avec n'importe quel LLM et ça me fait gagner un temps de malade. Je dis que c'est pour n'importe qui, que c'est entre 4 heures et 6 heures de gagner. À chaque fois que j'en parle, souvent, donc déjà, ce que j'aimerais savoir, Mehdi, c'est s'il y a un outil comme ça, tu vois, dans les Google Meet, et à chaque fois que je parle de ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais on utilise pour le transcript un outil Google, justement. Ça te dit quelque chose, ça? Oui, je crois qu'il y a. Oui, pas un Whisper, tu vois, mais je pense qu'il doit y avoir un truc Google qui doit permettre de faire le transcript comme ça. En fait, il y a un. Tu peux enregistrer les meetings et tu peux les revoir après. Ce qui est un truc que j'utilise souvent. En fait, je trouve que c'est assez utile. Il y a beaucoup de choses où tu n'as pas forcément le temps de le faire dans l'instant, mais tu peux le faire plus tard à tête reposée ou revoir une autre fois. Tu peux avoir des notes automatiques aussi, et ça s'améliore au fur et à mesure et petit à petit. Mais tu as raison, il y a énormément d'outils extérieurs et chacun est un peu différent. Il y en a qui font la transcription complète de tout. Il y en a qui, en fait, essayent d'apprendre de la façon dont toi, tu prends des notes et ils prennent des notes. Et du coup, ils vont enlever pas mal de mots qu'on met dans le langage, mais qui ne servent pas trop au contenu exact. Et ouais, ils devraient. C'est pas complètement dingue d'imaginer qu'à un moment, on ne prendra plus vraiment de notes et que probablement cet assistant qui prend des notes rappellera dans le futur que tu as été à tel meeting où il s'est dit tel truc et que c'est important pour telle autre chose que tu es en train de faire maintenant, ou peut-être fera des liens entre différentes conversations. Non, mais tu vois, ça, c'est une méga révolution. Comme tu dis, imaginez qu'on prendra plus de notes. Je viens de voir un post là-dessus de A16Z qui parlait de, tu vois, ils disent que c'est une de leurs thèses d'investissement, c'est ce qu'ils appellent le scribe. Comme tu sais, sur le scribe en Égypte, donc ils mettent même une photo dans leur truc Twitter X d'un scribe, tu vois, égyptien. Et après, ils te disent qu'en effet, tous les assistants médicaux, tous les assistants dans toutes les professions comme ça qui prennent ces notes, ça, c'est un marché énorme. Et surtout, c'est une charge mentale en moins, quoi, de dingue. Ouais, non, carrément. Carrément, je pense parfois, il y a une telle accumulation de l'information qu'on crée qui peut être du texte pas très structuré ou parfois c'est des images dans des réunions, etc. Et où en fait on a de moins en moins le temps d'assimiler tout ça et de faire des liens. Et du coup, ouais, plus on pourra avoir de l'aide pour synthétiser et pour joindre les points. Et mieux ce sera pour tous les knowledge workers, etc. J'avais vu quelques statistiques qui disaient que, en fait, il y a quasiment, je crois que c'était 70 jours par an qui sont juste perdus à essayer de trouver de l'information à droite à gauche, et qu'en fait, ça correspondait à il y a quasiment 3 heures, je crois, par semaine où en fait, les employés sont juste en train de chercher des documents, chercher des informations et croulent sous la tonne de données qu'on génère et on n'arrête pas d'en générer encore plus. Ah ouais, mais écoute, ça, franchement, tu vois, même si on arrêtait le progrès ici, rien que là-dessus, on aurait énormément de choses à faire, énormément de choses à gagner, en fait, avec les technologies. Mehdi, alors, l'entretien va être trop court, donc je me dépêche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Gemini Pro, Gemini 1.5 Pro, et en particulier, moi, ce qui m'a fasciné, c'est sa fenêtre de tokens. Au début, on parlait de 1 million de tokens, maintenant 2 millions de tokens, on parle presque d'infini là-dessus.
C'est fou, ça. Ouais, c'est assez extraordinaire, surtout quand on se rend compte que tout ça n'existe pas depuis très très longtemps. On parle, comme tu disais au début, de 18 mois en fait. Et le Gemini 1.5 Pro, c'est le modèle qui a été annoncé en février dernier. Et lui, donc, il est multimodal, donc il peut comprendre et générer du texte, mais aussi de l'audio, des images, de la vidéo. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un modèle qu'on appelle Mixture of Experts, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un réseau de neurones gigantesque, mais c'est en fait plusieurs modèles plus petits à l'intérieur, et à chaque fois, en fonction de la tâche qu'on demande, le modèle choisit quelle partie du réseau activer. Et, 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 donc, ils sont beaucoup plus spécialisés et meilleurs dans des tâches spécifiques. L'autre particularité, c'est effectivement ce que tu as mentionné, le contexte, la fenêtre de contexte qui est gigantesque pour le coup. 2 millions de tokens, ça ne veut pas dire grand-chose à tout le monde, mais pour essayer de clarifier, en fait, par exemple, c'est 1 heure de vidéo, c'est 11 heures d'audio. Donc, c'est un modèle où on peut lui donner plus de la moitié d'un match de foot, en tout cas toute une mi-temps, et poser des questions sur ce qui s'est passé pendant ce match. On peut lui donner un audiobook de 11 heures et poser des questions, et il saura résumer ce qui s'est passé, il saura y répondre. C'est assez extraordinaire de pouvoir mettre autant de contexte là-dedans, et ça demande un travail d'ingénierie assez monstrueux. Maintenant, au fil du temps, on va arriver dans ces domaines-là. C'est-à-dire que quasiment tous les modèles vont pouvoir avoir des fenêtres de contexte beaucoup plus grandes. Et il y a des techniques qui montrent qu'en fait, on peut avoir des petites fenêtres de contexte et les augmenter en collant des modèles entre eux. Mais oui, ça, c'était la première fois, en fait, que c'est un peu comme le Gmail moment, si tu veux, où tout d'un coup, toi, tu es arrivé en 2004 sur Gmail, mais à l'époque, la capacité des mailbox était assez petite, et puis Gmail a débarqué et a dit bon, bah, c'est sans limite. C'est bien sûr. Plus besoin de supprimer tes emails, quoi. Voilà, c'est un peu la même chose. Tu n'es pas obligé de découper tes vidéos pour les mettre et ensuite voir qu'est-ce qu'on va te dire. Là, tu mets tout d'un coup et tu poses les questions que tu veux. On va voir plein d'applications arriver là-dessus. C'est un peu ça la promesse de tout ça, c'est qu'en fait, en ce moment, on est encore très deep dans la technologie. En fait, on est en train de découvrir comment ça marche, et puis à chaque fois, on ouvre certaines possibilités, on améliore, mais le travail sur quelles expériences produits complètement différentes est-ce que cela va permettre, je pense qu'on va voir des choses auxquelles on ne s'attend pas. J'y pense un peu comme, si tu veux, il fallait faire Google Maps d'abord pour pouvoir faire Uber. Et là, en fait, on est en train de faire Google Maps, et on verra les choses que des entrepreneurs extrêmement intelligents et astucieux vont mettre en place. Les nouveaux Travis Kalanick. Et oui, non, très bonne image. Google Maps, Uber, je trouve ça super. Ok, ça me parle. Mehdi, autre question technique. Après, j'arrête de t'embêter sur ton métier product, mais donc le projet Astra. Ça a impressionné beaucoup de monde à la sortie. Pour l'instant, on n'a pas encore tout vu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que le projet Astra, potentiellement, c'est l'interaction homme-machine qui est bouleversée, quoi, qui est rebalancée complètement. Ouais, carrément. Donc moi, je me souviens encore des premières sessions de brainstorming quand quelqu'un a eu l'idée de faire ce projet qui s'appelait pas Astra à l'époque, et des tout premiers prototypes. Et c'est assez fascinant de voir en fait sa trajectoire et ses progrès. Bon, Astra, c'est un assistant multimodal qui peut processer le son, l'image, la vidéo, qui peut aussi lire du texte, et qui peut du coup raisonner sur ses inputs en fonction de questions que l'utilisateur va lui poser. Par exemple, on peut lui demander de corriger un exercice de mathématiques, d'expliquer les règles d'un jeu vidéo, de trouver la solution à un puzzle, et il va faire ça. Et donc, même s'il y a
encore énormément de choses à améliorer au niveau technique, hein. Par exemple, le temps de latence pour répondre aux questions, pour faire en sorte que l'interaction soit beaucoup, beaucoup plus naturelle. Comme tu disais, dans l'avenir, on peut très bien imaginer que ces assistants virtuels seront à portée de main et présents en fait avec nous pour nous aider à comprendre le monde qui nous entoure, ou à accomplir des tâches. Il y a eu toutes les promesses des technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée qui deviennent beaucoup plus possibles. On peut aller dans une nouvelle ville et se faire guider par un assistant qui est peut-être sur des lunettes, peut-être dans un autre form factor, et qui est non seulement tout le temps disponible, mais en plus qui peut être proactif à suggérer des choses. Si tu te balades dans une nouvelle ville que tu ne connais pas, il peut te dire, en fait, il faut aller à gauche ici parce qu'il y a tel endroit qui correspond à ce qui t'intéresse de faire. Donc, ouais, l'interaction homme-machine, c'est un sujet fascinant avec énormément de nouvelles choses qui devraient apparaître. Et alors sur les lunettes, tu fais bien de m'en parler parce que moi je suis l'expert avec mes Ray-Ban Meta. J'ai quand même interviewé en 2 secondes Yann Lequin et Xavier Niel. Mais j'ai vu, je crois que Google réfléchissait encore à nouveau à sortir aussi des lunettes qui reparlaient peut-être même avec Essilor Luxottica ou pour des Ray-Ban aussi, non? Oui, j'ai vu ça aussi. Il y a eu une époque où on avait des lunettes. Oui, c'est vrai. Il y a eu une époque aussi où on avait des lunettes qui marchaient plutôt bien pour certaines. Tu les avais essayées, les lunettes? Oui, je les avais essayées. C'était bien sûr. C'était assez marrant. Bon, c'était un peu gros, particulier, mais juste avoir réussi à paquer autant de technologies dans ce form factor à l'époque, c'était assez incroyable. Ah ouais, c'est clair. Alors, Mehdi, autre question importante, c'est la question des agents. On ne parle que de ça. Toi, tu dois avoir plein de startups, tu dois en parler tout le temps chez Google. Les agents, donc ça va devenir une réalité. On va passer des chatbots à des agents, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. C'est un nouveau niveau d'intelligence artificielle, d'interaction aussi, donner plus de pouvoir à la machine. On est passé des chatbots, on a augmenté les capacités de raisonnement. On arrive aux agents, on voit leur émergence. On a entendu parler de AutoGPT il y a quelques temps, de Baby AGI, de Devin aussi. Toi, tu vois comment les agents en ce moment? C'est une réalité pour toi? C'est un peu ce que tu as dit sur le mode d'interaction. En fait, le premier mode d'interaction, ça a été le chatbot. En fait, c'est ça qui a captivé un peu l'imagination de tout le monde. Et avant même le modèle de base, en fait, auquel les gens comme moi, par exemple, ne savaient pas s'adresser, quoi. Enfin, En fait, ça a permis de le rendre plus concret et de se rendre compte de ce que ça peut faire. Mais le chatbot, c'est un mode d'interaction un peu particulier. Tu vois, si tu veux remonter, par exemple, dans l'historique, il faut scroll. Si tu veux avoir une autre conversation, donc c'est assez limitant en réalité. Et avec les capacités multimodales qu'on voit arriver, il y a probablement le chatbot devient limite l'expérience utilisateur et il y a probablement d'autres façons d'interagir avec ces modèles. Donc Astra, c'en est peut-être une, mais il y en a plein d'autres. Maintenant, pour tout ce qui est des agents, oui, ce qui a l'air de se produire, tu vois, on s'aperçoit que tous ces LLM sont des outils pour faire des choses et qui peuvent peut-être aussi nous aider à prendre des actions et qu'on n'a plus besoin de le faire par nous-mêmes. Et donc, il y a énormément de boulot qui a lieu en ce moment sur comment est-ce qu'on crée des solutions à partir de ces LLM. C'est peut-être ce qu'on disait avant avec le Uber au-dessus de Gmail, mais c'est exactement ça ce qui se passe. Tu vois, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou de boîtes se disent, bon, il y a tel workflow, je peux l'améliorer en mettant un LLM quelque part. Et donc, après, on package tout ça dans une solution. On appelle ça un agent. Et tu peux imaginer qu'en ce moment, on est en train, en gros, de changer la stack technique qu'on avait. C'est-à-dire que pendant des années,
on avait un back-end qui était adapté aux outils qu'on utilisait, mais que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train de swapper, donc de remplacer certaines parties par des modèles fondationnels, donc des LLM, et que en collant ces LLM avec d'autres outils, ben, on fait ce qu'on appelle des agents, et qu'à un moment, il y a énormément de choses qui vont être contrôlées ou gérées par ce qui est appelé un agent. Oui, tout à fait. Si tu veux un exemple, en fait, pendant longtemps, l'informatique, ça a été des règles. Donc, en fait, il faut que je code et que j'explique exactement à la machine ce qu'elle doit faire. Donc, par exemple, si tu prends Google Search, c'était, bon, ben, il y a tel algorithme, il faut faire ci, si on demande ça, il faut faire. Puis au bout d'un moment, en fait, les réseaux de neurones sont arrivés et ils ont montré des capacités extraordinaires sur certains domaines, par exemple la reconnaissance d'images. Et du coup, au lieu de dire ah ben si tu vois un truc qui ressemble à ça, c'est un chat. En fait, on a remplacé toutes ces lignes de code qui étaient des if-then dans tous les sens par juste un réseau de neurones qui sait reconnaître les images. Et c'est un peu pareil maintenant, en fait. On passe à l'étape au-dessus. Donc, on remplace d'autres parties du code par ces technos. Et quelle révolution incroyable! Franchement, on n'en est qu'au début, ça va être fou. Ouais, c'est assez impressionnant, surtout si tu te dis que ça n'a commencé qu'il y a 3-4 ans, les prémices de tout ça, et qu'en fait, ça s'est énormément accéléré les derniers 18 mois, 2 ans. Donc, on peut penser quand même à pas mal de tâches, pas mal de verticaux, en fait, hein, qui peuvent être, qui vont pouvoir être traités par la machine, un petit peu end-to-end, quoi, au final, dans les mois qui viennent. Ouais, 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 ouais. Ouais, carrément, il y a énormément de choses. Tu te demandes pourquoi tu les fais. Tu vois, booker un meeting sur un calendrier, il y a une certaine complexité, mais il y a une partie, peut-être probablement la moitié, que tu n'aurais plus Bien à faire. sûr. Comme tu disais sur tes emails, il y a probablement une grosse partie aussi où tu n'as même Ouais, pas ouais. besoin d'être dans la boucle. C'est pas si grave que ça. Dans d'autres domaines, par contre, il faudra prendre plus de précautions et le faire en temps voulu, et peut-être même jamais. C'est vrai, c'est vrai, tu as bien raison. Je pense que on ne prend jamais le temps, mais tout le monde devrait prendre le temps d'essayer de se faire, d'essayer de lister un petit peu son quotidien en tâches, tu vois? Et de se dire: «Ah bah ça, je pourrais le faire remplacer par un agent» ou ça, pas du tout, tu vois? Ouais. Et je pense qu'on serait assez surpris si on faisait ça, en fait, Ouais, 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 il y a des études où ils avaient fait ça, mais pour un niveau un peu macro sur des verticales industrielles. Et tu voyais qu'en fait, il y a un pourcentage assez élevé de temps qui est passé sur des tâches extrêmement répétitives. On Mmh. parle de probablement 25-30% sur certaines choses ouais, que les gens seraient très contents de se débarrasser de ces tâches-là. Alors Mehdi, ça me fait la transition parfaite, avec parce que je voulais parler un petit peu de start-up et donc notamment, donc toi je trouve que tu es un des investisseurs, tu as été un des investisseurs très actifs dans les startups de l'IA générative. Je trouve que tu as fait des opérations extraordinaires, et je disais que j'avais une transition parce que ça me faisait penser à notre ami, Hugo, avec qui m'a onboardé sur Twin. Twin Labs, il y a 2 semaines et dont, sur Twin donc, la phrase un petit peu catchy c'était, «Never do the same thing twice» quoi. Enfin donc, pas besoin de faire une même tâche, 2 fois quoi. Si on peut l'automatiser et donc toi tu as investi dans Twin, tu as investi dans Argile avec nos super potes, Brival et Laodis qui sont en ce moment en train de faire le Way Combinator et pas plus tard que hier, je déjeune avec Pierre-Louis de Phospho et je savais même pas et il me dit: «Mais si, Mehdi, il a investi aussi chez nous» et donc rien que ça, Twin, Argile, Phospho, qui je trouve sont des boîtes, des startups extraordinaires et donc je pense que tu as eu beaucoup de flair avec eux. Je suis très content de faire partie de leur aventure. Je pense que c'est tous des entrepreneurs extraordinaires euh, qui ont une vision de ce qu'ils veulent construire et qui ont déjà fait énormément. Tu as mentionné Laodis et Brival qui sont à YC maintenant, mais Pierre-Louis était à YC
à YC avant. Avec Bon, Paul Louis. avec Paul Louis, exactement, les deux PL. Et ouais, c'est un peu une explosion cambrienne, certains disent, n'est-ce pas, de technologie. Et donc, quand il y a énormément de changements, il y a des opportunités de faire les choses différemment. Et il y a des gens qui voient des opportunités et qui vont directement pour les faire. Et ouais, j'ai eu la chance de croiser ceux-ci et de faire partie de leur aventure. Et franchement, je pense que ce soit donc sur Twin et ses agents, sur Argile avec ses avatars aujourd'hui, et Phospho là sur l'observabilité là, je pense qu'on en est qu'au début. Pierre-Louis, il m'a encore remis un petit coup hier, et il m'a bluffé. Je pense qu'ils vont faire un truc énorme avec Phospho. Énorme. Ah ouais, je suis impatient de voir Ouais. comment ça va se développer. Ils sont très forts. Mehdi, c'est qui pour toi les meilleurs VC sur l'IA, les meilleurs fonds en France, en Europe? Ah, tu sais, c'est une Les question. plus intéressants, les plus intéressants. Ok, c'est une question plutôt simple parce qu'on saura dans 10 ans, n'est-ce pas? En fait, les cycles, Bonne réponse. Bonne les cycles réponse. sont un peu longs. Non, mais en fait, il y a énormément de. Ceux qui sont, pour le coup, assez extraordinaires, là, c'est ceux qui arrivent à allier à la fois une compréhension un petit peu technique des sujets, parce que c'est quand même des sujets où il y a énormément de choses à découvrir, avec la vision de où est-ce qu'on l'applique, c'est quoi le produit, comment est-ce que ça va impacter les utilisateurs. Et enfin, ceux qui arrivent en fait à sentir la qualité des entrepreneurs. Et pour le coup, il y a des VC qui sont assez bluffants sur leur faculté à évaluer la qualité des gens qu'ils backent. Et donc, ouais, rendez-vous dans 10 ans à la fin de ce cycle pour voir ce que ça donne. Écoute, c'est vrai. Et il y en a plein qui sont très talentueux. Alors, quand je t'ai entendu parler comme ça, un petit peu d'une description d'un portrait robot d'un VC, bah, ça m'a fait penser quand même, comme ça, un peu, à Antoine Moirou de Lightspeed, que tu connais très bien aussi, qui est un copain qui vient de faire un épisode ici. Et je trouve qu'Antoine, il rassemble en tout cas une bonne partie de ses composantes. Ouais. Antoine. Entrepreneur talentueux, bon, Mistral, les équipes que tu connais bien, Guillaume et tout. Arthur, Antoine, il a quand même une vraie vision technique et il cherche vraiment le business. Mais après, il y en a d'autres. Antoine est hyper inspirant et ça se voit dans le portefeuille qu'il a et tout ce qu'il fait pour ses boîtes et pour la communauté aussi. Mehdi, maintenant, bougeons un petit peu. J'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de ton expérience en Afrique que tu as faite, qui est super intéressante. La dernière fois, on discutait un petit peu ensemble et tu m'as raconté une anecdote que j'ai trouvée extraordinaire parce que sur Eric Schmidt, je l'entends souvent parler de l'IA et d'ailleurs, il est assez actif même en France sur l'IA. Et parce qu'il y a l'investissement dans QTI, il fait beaucoup de choses. Je trouve très juste dans son discours. Il explique aussi de temps en temps que la France, l'Europe ont un peu de retard par rapport aux États-Unis et à la Chine, mais il nous aide aussi d'une certaine manière à combler ce retard. Mais tu m'avais parlé d'une anecdote un petit peu sur l'Afrique et peut-être Internet, le e-commerce que tu avais eu avec lui. Oui, en fait, j'ai eu la chance de bosser sur les pays émergents chez Google à une époque. Et dans le plan qui lui avait été présenté de ce qu'on allait faire, en fait, la première mouture disait qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose à faire. Et sa réponse était extraordinaire. Il a dit, vous me demandez d'ignorer 1 milliard de personnes. Et donc, on est reparti revoir nos études et on est revenu avec quelque chose qui lui correspondait un peu plus. Quand même, donc une réponse extraordinaire en effet. Toi, le potentiel de l'IA sur ces pays ou sur le continent africain, tu penses qu'il est important, qu'il peut permettre de rattraper un certain retard technologique? Il y a peut-être la question de la connectivité aussi, je sais pas. Ouais, non, en fait pour l'IA, donc il y a besoin de données, de puissance de calcul et de gens qui savent utiliser tout ça. La puissance de calcul, je pense, est un souci.
même en Europe, en réalité, il n'y a que 3%, je crois, des GPU mondiales qui sont en Europe. Donc, pour certains use cases, déjà, c'est problématique. Je pense que, en fait, tout comme avec le mobile, les pays africains ont eu en Afrique, on a eu la 4G très, très vite. Et ça a permis un florilège de cas d'usage qui n'existent pas ailleurs. Par exemple, les paiements sur mobile, ça a commencé au Kenya, hein, pas forcément ailleurs. Mais à un moment, en fait, il faudra toujours avoir la fibre et le filaire pour pouvoir offloader toutes ces données. Donc, je pense que oui, sur certains use cases, tu peux avoir une accélération hyper rapide. Je pense notamment à des choses comme c'est pas parce que je suis à Cotonou que je peux pas voir le meilleur médecin d'Angleterre. En fait, je peux juste me connecter à lui. Par contre, s'il diagnostique quelque chose et qu'il faut se faire opérer, il faudra quand même soit que lui vienne, soit que le patient aille le voir. Donc, oui, je pense que sur certains aspects, il y a un effet de rattrapage, mais que sur d'autres, il faut aussi avoir les infrastructures de base pour construire dessus. Donc, il y a un peu, je pense que ça emmène jusqu'à un certain point. Bien sûr. Je pense que tu as raison. Je pense qu'on est en train de poser les infrastructures de l'IA aussi. C'est Eman Mustak de Stability qui disait ça. Un petit peu comme on parlait d'électricité, hein, tu vois. Et là, c'est un petit peu ce qu'on fait avec l'IA. Espérons en tout cas que le plus grand nombre profite dans la société et aussi au niveau mondial. Mehdi, alors, tu nous disais tout à l'heure que Google avait tout pour réussir sur l'IA. Et franchement, j'ai aucun doute. Il y avait une phrase de Demis Hassabis qui nous disait que Google allait investir plus de 100 milliards de dollars dans le développement de l'AGI en réponse au projet Stargate avec Microsoft. Hier, avant-hier, on a eu des annonces aussi un petit peu d'Elon Musk qui disait qu'il venait de lancer son supercalculateur à Memphis avec 100 000 GPU NVIDIA H100, qu'ils étaient déjà en train de commencer à entraîner le nouveau modèle xAI qui sortirait fin d'année en décembre, qui serait selon lui le meilleur modèle du monde à sa sortie. Comment est-ce que tu as vu cette news d'Elon? Comme d'habitude, on est habitué aux frasques d'Elon et à sa communication. Et comment est-ce que tu vois les méga modèles, les méga data centers comme ça? Oui, moi, je peux que me réjouir en fait du montant des investissements dans la recherche et le développement, parce que, étant extrêmement biaisé par il me faut de la recherche pour créer des produits. En fait, plus ils en font de la recherche et plus il y aura des choses à faire côté produit. Donc, je trouve que c'est extrêmement positif. Maintenant, moi, je le mets dans la boîte recherche et développement. En fait, la croissance de long terme, si je me souviens un peu de mes cours d'économie de l'époque, c'est drivé par les dépenses en R&D d'un pays. Et donc, de mon point de vue, ça ne peut être que positif de mettre le paquet sur la R&D, surtout dans des domaines où on sent qu'ils peuvent aider à résoudre énormément de problèmes. Et comme tu disais au début, comme c'est horizontal, en fait, tu peux les appliquer dans énormément d'endroits. Et ayant travaillé, par exemple, sur la santé en 2016-2017 au début, et ayant vu qu'il y a des files d'attente de 3 mois, 6 mois dans les meilleurs hôpitaux européens, et que, en fait, beaucoup de patients peuvent perdre la vue parce qu'on ne les voit pas à temps, alors que nous, on a développé un modèle qui permet d'être aussi bon que le meilleur médecin européen, et donc probablement mondial, pour diagnostiquer ces choses-là et donc réduire ces temps d'attente. Oui, je peux que me dire qu'il y a énormément de choses positives qui peuvent sortir de ça. Et pareil dans les domaines de l'éducation, par exemple, on voit que les résultats scolaires sont extrêmement liés à la taille de la classe et la qualité du professeur. Et là, on construit des outils qui peuvent peut-être même individualiser et personnaliser l'enseignement. Du coup, oui, de toutes ces annonces-là, moi, je peux que me réjouir de voir qu'on dépense dans des domaines extrêmement utiles à l'humanité.
Ah oui, c'est sûr. Tout à fait. On peut qu'être d'accord là-dessus et c'est même une des très bonnes nouvelles, je suis d'accord. Après, c'est aussi le scaling. Ce qu'on te dit aussi, c'est que c'est quand même, Eman Mostak là, te disait que c'était potentiellement 2,5 exaflops, que en gros, l'infrastructure du data center d'Elon Musk, la Memphis, aurait pu entraîner GPT-4 en une semaine là-dessus. Il te disait aussi que c'était 150 mégawatts, tu vois, ce qu'il faut pour 100 000 maisons quoi, en consommation d'électricité. Ouais, le point sur l'énergie, enfin, l'un des gros facteurs limitants, c'est l'énergie en réalité. Mais je suis assez optimiste qu'à chaque fois qu'on a un souci, on se creuse la tête pour essayer de le régler et que donc on va trouver des solutions. Peut-être que ça accélérera certains choix industriels dans le monde de l'énergie. Peut-être la transition en effet énergétique qui peut être accélérée. Exactement, trop bien Mehdi. Alors, Mehdi, est-ce que tu as une timeline sur AGI et intelligence artificielle générale? Je t'entendais dire dans un podcast aussi, parler de un peu cette vision de la généralisation de ces modèles, qui était une forme d'intelligence. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à l'AGI 2027, 2030? Comment tu vois les choses? Écoute, du point de vue timeline, moi, comme j'aime beaucoup ce que je fais et que j'espère continuer à le faire, je me dis que plus c'est loin, mieux ça vaut parce que du coup, on a énormément de trucs à faire. Non, en fait, il y a, il y a énormément de gens qui ont des vues assez différentes sur le sujet. Tu vois, il y a ceux qui disent c'est pour dans 2 ans maximum et il y a ceux qui disent en fait, rien de tout ça n'est intelligent. Et donc, je me dis que la vérité doit être un peu entre les deux. Euh, donc, ouais, c'est un peu, tu sais, c'est un peu Prométhée, le mythe de l'apprenti sorcier. Tu vois, en gros, c'est la quête humaine de connaissances et on s'aperçoit à chaque fois que plus on en sait, moins on en sait et on continue à repousser un peu les limites de la connaissance humaine. Donc, je préfère le voir un peu comme ça, plus qu'il y a un sifflet de fin de match et tout est réglé, fini, plié. Je vois très bien. Et tu as raison. Écoute, moi, c'est ce que je me dis aussi. Je trouve que les gens aujourd'hui, tu regardes, ils sont pas trop bluffés par ChatGPT, quoi, tu vois. Alors qu'on t'aurait montré ça il y a 2 ans, il y a 5 ans, et tout, mais tu aurais été, mais waouh! Donc, il semblerait qu'on s'adapte très vite et je sais pas où tout ça va nous mener, quoi. Ouais, ouais, c'est une super observation. On s'adapte hyper vite. C'est un peu la grenouille dans l'eau tiède versus bouillante, tu vois. Pas faux, On- pas faux, ouais. Ouais. Ouais, ce qui peut faire peur aussi, avec un coup de super intelligence qui arriverait d'un coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mehdi, dernière question traditionnelle. Est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander, pour les vacances, qui est vraiment un moment parfait? Euh, ouais, peut-être un Q84. C'est un livre de Haruki Murakami dans la OK. longue lignée de ses explorations d'univers parallèles. Et c'est un peu en référence à 1984 de Orwell. Ah oui, un Q84, tu dis? OK. Voilà. OK, super, bah, on va regarder ça. Mehdi, c'était un super podcast, c'était génial. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Nicolas. Plaisir partagé. Très bonnes vacances et à très vite. Merci Mehdi. Salut!